L'eau n'est plus l'eau. L'eau est devenue un produit industriel. Dans des villes comme Paris, de mémoire, Paris, Lille, Rennes, et je vous parle d'études qui datent de 20 ans en arrière facilement, eh bien, ces études montraient la présence de pesticides dans l'eau de pluie. Aucune autorité française, d'aucune sorte, de quelque niveau qu'elle soit, n'est capable de vous dire ce que contient l'eau du robinet, l'eau potable. Il y a une équipe du CNRS de Toulouse récemment, il y a quelques semaines, peut-être 2 mois maximum, qui publie une étude sur l'eau du robinet à Toulouse. L'eau du robinet. Dans 1 litre d'eau du robinet, il trouve environ, je n'ai plus le chiffre exact, mais c'est environ 1100 microplastiques. Les méthodes actuelles de détection dans l'eau potable font qu'on laisse passer forcément 98% des microplastiques contenus dans l'eau. 98% des microplastiques contenus dans l'eau potable passe à l'as et entre dans votre corps. C'est-à-dire à cette taille nanométrique, il traverse la paroi de vos cellules. Et tôt ou tard, une partie de ces microplastiques va se retrouver dans votre cerveau. Bienvenue dans le Greeneater Club, la chaîne qui décortique les grands sujets écologiques. Aujourd'hui, nous allons parler de l'eau du robinet. Pesticides, médicaments ou microplastiques, l'eau courante est de plus en plus polluée. D'où cette question, faut-il encore boire l'eau du robinet ? Pour y répondre, nous recevons Fabrice Nicolino, journaliste spécialisé sur les questions écologiques et auteur de C'est l'eau qu'on assassine aux éditions Les Liens qui libèrent. Bonjour Fabrice. Bonjour à vous. Première question, pourquoi avoir fait un livre sur l'eau en France ? Vous dites que l'eau, on la fabrique. Qu'est-ce que ça veut dire et donc pourquoi avoir fait un livre sur ce sujet ? La première raison, mais qui ne va pas vous étonner outre mesure, c'est que nous sommes de l'eau. Nous sommes de l'eau. Il faut en revenir à des choses très simples. Le cerveau des humains, c'est environ 80% d'eau. Nous sommes de l'eau et parce que nous sommes de l'eau, on a tout de même intérêt, on a un intérêt certain à savoir ce que l'eau est en train de devenir sous nos yeux. Et donc, la raison qui m'a poussé à faire ce livre, c'est que d'une part, je me sens être de l'eau, comme chacun de nous. Je me sens être de l'eau et je sais, parce que c'est mon travail, c'est que ça fait tant et tant d'années que je travaille sur tous ces sujets. Je vois très bien que ça se dégrade, que la qualité de l'eau se dégrade et que l'eau n'est plus l'eau pour aller vite. Même si ça a l'air d'être une formule un peu à l'emporte-pièce, mais je crois sincèrement ça. L'eau n'est plus l'eau, l'eau est devenue un produit industriel. C'est un changement absolument colossal qui s'est passé sous nos yeux, impuissants, peut-être incapables à voir ce qui se passait, mais vraiment, l'eau qu'on boit est un produit industriel. On va d'abord parler de l'eau du robinet. Moi, je trouve ça intéressant que vous parliez de fabrication de l'eau. La fabrication de l'eau, ce qui est au cœur de la fabrication de l'eau, c'est... est-ce que vous pouvez raconter comment elle est fabriquée, cette eau qu'on boit au robinet ? Quel est le processus industriel ? Oui, c'est assez simple, c'est relativement simple, très compliqué sur le plan technique, ça vous l'imaginez, mais grosso modo, on prend une eau brute qui est chargée de tout ce qu'il peut y avoir dans une eau. Je vais vous prendre un exemple plus clair. À Paris, il y a une grande partie des habitants qui sont abreuvés avec de l'eau de Seine. On prend une eau qui est évidemment très chargée en polluants, l'eau de Seine, donc elle va passer dans une station d'épuration où on va enlever le plus gros. On va enlever tout ce qui est pollution presque évidente, je dirais. C'est le dégrillage, ça. Oui, enfin, en effet, c'est le dégrillage, mais pas seulement. On va décanter cette eau dans des gros bassins, etc. Elle va être, on va dire, débarrassée d'une petite partie de ces polluants. Enfin, une partie de ces polluants, n'exagérons rien. Et ensuite, ça passe dans des usines de fabrication de l'eau potable, où l'eau va subir un très grand nombre de procédés physico-chimiques, dont, in fine, des filtres de plus en plus puissants, parce qu'il y a de plus en plus de polluants. Et une fois qu'on estime que l'eau est potable, on l'envoie dans des tuyaux qui arrivent chez vous.
non sans avoir ajouté dans l'eau du chlore, qui est un réactif très puissant, qui pose beaucoup de problèmes, non sans avoir envoyé du chlore à la dernière minute, pour que entre l'usine de fabrication d'eau potable et le robinet où vous buvez, eh bien, il n'y ait pas de formation de bactéries qui pourraient être dangereuses pour le consommateur. Reste que, si vous voulez, c'est ça le fond de l'affaire, reste que personne, aucune autorité au monde, là parlons de la France, puisque mon livre s'intéresse à la France, aucune autorité française d'aucune sorte, de quelque niveau qu'elle soit, n'est capable de vous dire ce que contient l'eau du robinet, l'eau potable. C'est impossible, je vais essayer de vous expliquer pourquoi en quelques mots. Il s'est passé un événement bouleversant, disons, à partir des débuts du XXe siècle, et surtout à partir de la fin des années 20 et du début des années 30 du siècle, c'est-à-dire à peu près un siècle en arrière. Jusque-là, l'eau du robinet, c'était quand même un grand miracle. Un grand miracle, extraordinaire miracle, puisqu'on disposait d'une eau potable, de qualité, au robinet, chez des gens de tous ordres, de toute classe sociale. Moi, je suis né en 1955, et en 1955, il y avait encore quelques dégâts de la Seconde Guerre mondiale, avec ma famille très pauvre. On était une famille très pauvre. On habitait dans ce qui s'appelle aujourd'hui la Seine-Saint-Denis. On habitait donc dans cette Seine-Saint-Denis à venir, et on n'avait pas l'eau du robinet. On était une famille nombreuse, pauvre, et il fallait aller chercher l'eau à la fontaine du coin. Vous imaginez, 1955, c'est quand même pas Mathusalem, c'est quand même c'est ancien, mais moi j'ai connu ça. Tout petit, j'ai connu ça. Donc c'était une bénédiction. Il faut comprendre que ça a été un progrès monumental, absolument extraordinaire, dont tout le monde s'est réjoui. C'était fantastique, vous imaginez. On ne peut pas imaginer ça parce qu'on ne l'a pas vécu, mais imaginez que vous avez de l'eau potable à volonté au robinet. Mais c'est dingue. Et puis, tout a changé. Alors, qu'est-ce qui s'est passé? Quel est l'événement majeur? L'événement majeur, c'est la révolution, car c'est une révolution de la chimie de synthèse. C'est ça qui s'est passé. C'est-à-dire, je vous parlais de la fin des années 20 et du début des années 30. Par exemple, dans les années 30, on synthétise... Peut-être qu'il faut que je vous dise un mot sur ce que c'est que la synthèse chimique. C'est passionnant, en fait. Je veux dire, la chimie, c'est une danse effrénée d'atomes qui, par affinité, vont former des agrégats qu'on appelle des molécules. Bon, voilà. Alors, ça se fait naturellement, j'ose dire, bien sûr que oui. Mais on a commencé à fabriquer des molécules artificielles. Par affinité chimique, par des réactions chimiques de plus en plus compliquées, on a forgé, on a créé de toutes pièces des molécules chimiques qui n'avaient jamais existé dans l'histoire de la vie sur Terre. Ça, c'est très très important de comprendre. Ça n'avait pas existé, autrement dit, le corps des animaux, le corps, on peut dire, des végétaux, si vous me permettez, et le nôtre, bien sûr, n'avait jamais été au contact de ces molécules créées. Prenons un exemple qui est très parlant. En 1874, il y a un chimiste, je me souviens plus de son nom, et en vérité, c'est la preuve qu'il a été oublié, mais il y a un chimiste qui synthétise le DDT. Voilà. Dans son laboratoire, il arrive à fabriquer du DDT, sauf que, quel est l'usage du DDT? Il n'en sait rien, il ne trouve pas, et le DDT est oublié. C'est dingue, mais c'est comme ça, il est oublié. Sauf qu'en 1939... il y a un chimiste suisse, son nom, ça, je le connais, c'est Paul Muller. Eh bien, il redécouvre le DDT, et lui, il lui trouve un usage extraordinaire, un usage insecticide très puissant, qui va être utilisé massivement pendant la fin de la Seconde Guerre mondiale, notamment par les soldats américains, pour lutter notamment contre le typhus, contre des insectes qui propagent le typhus. Et la chimie de synthèse, fondamentalement, c'est ça. C'est-à-dire, c'est des gens qui cherchent et qui trouvent et qui s'amusent. Disons-le franchement, ils s'amusent. C'est absolument extraordinaire. Il y a un sentiment de toute puissance. Vous imaginez, vous créez quelque chose qui n'existe pas avec vos petites mains. C'est génial.
Les plastiques dans les années 30, très bien, ça a été un déferlement. On est passé depuis cette date, disons, on va dire, c'est un peu approximatif, mais l'ordre de grandeur est exact. On est passé d'environ 1 million de tonnes de plastique produits dans le monde entier vers 1935. Aujourd'hui, on dépasse 550 millions de tonnes de plastique. C'est-à-dire, c'est une multiplication par 550. Vous imaginez le bouleversement que c'est. Et progressivement, depuis cette date-là, les chimistes du monde entier créent un très grand nombre de chimères chimiques, des molécules dont ils cherchent parfois et qui trouvent parfois, mais souvent qui ne trouvent pas leur usage. Et l'industrie de la chimie de synthèse, évidemment, s'est emparée de ça. Vous imaginez bien, par exemple, dans les plastiques, il y a le nylon. Alors là, il y a une opération commerciale absolument génialissime de l'industrie pour faire vendre, pour faire désirer les bas nylons aux femmes américaines. C'est toute une opération, je ne vais pas vous entraîner trop loin dans ce domaine, mais ce que je veux dire, c'est que les bas en soie, qui étaient souvent importés du Japon, étaient de meilleure qualité, étaient moins chers en vérité, mais ils ont réussi, l'industrie, par des moyens, disons, commerciaux, a réussi à faire saliver tant que le nylon a déferlé. Et ça n'était que le début. Ça n'était que le début parce qu'aujourd'hui, l'OMS, l'Organisation mondiale de la santé, recense, tenez-vous bien, c'est un chiffre vrai, 160 millions de composés chimiques distincts les uns des autres. Tous, évidemment, ne sont pas commercialisés. Moi, j'avais le chiffre de l'établissement européen, l'EPA, de 100 000 composés chimiques différents. Alors, oui, attendez, je vous explique. L'OMS, d'abord, c'est une autorité mondiale. Là, je ne vous parle pas de l'Europe ou de la France ou de quoi que ce soit. Je veux dire, ce qui a été synthétisé par des humains, disons, c'est ça le chiffre, 160 millions. Bien sûr, il y a une toute petite fraction de ces 160 millions qui a été commercialisée. Il y a une différence de taille entre... Vous voyez l'exemple du DDT, il a été synthétisé en 1874 et il a été commercialisé 80 ans plus tard. Mais ce qu'il faut retenir, c'est que on a créé un nombre incalculable de composés chimiques et l'industrie a échappé totalement au contrôle humain. Elle produit ce qu'elle veut, quand elle veut, comme elle veut. Et si elle trouve un usage quelconque pour une de ses productions, il n'y a aucune autorité politique, étatique, aucune, ni en France ni ailleurs, qui est capable, ou en tout cas qui a l'ambition, et surtout qui se montre capable de s'opposer au désir de l'industrie. Vous voyez l'exemple d'Epiphase. C'est complètement extraordinaire de penser que l'Epiphase dont on parlait, est-ce qu'on en parlait il y a 10 ans ? Non. Non, on n'en parlait pas. Ils étaient déjà là parmi nous, beaucoup moins, mais on n'en parlait pas. Et l'exemple d'Epiphase est stupéfiant parce qu'il y a eu des estimations, c'est très compliqué, mais des estimations sur combien faudra-t-il d'argent en Europe pour dépolluer tous les milieux qui sont infestés de PFAS. Alors on atteint des chiffres, on parle de 200 milliards. Oui, non, plus que ça. On parle de 2000 milliards d'euros. Ça ne sera jamais réuni, ça ne se fera jamais. Mais les PFAS, ça rejoint cette idée d'une sorte de folie sociale et politique. Les PFAS, on ne savait pas que ça existait, et puis brusquement, l'OCDE, vous connaissez comme moi l'OCDE, l'Organisation de commerce et de développement en Europe, fait un premier recensement, je crois en 1900, attendez que je ne dise pas de bêtises, je ne veux pas que je vous dise de bêtises, je crois que c'est en 2017, vous voyez, il n'y a même pas 10 ans. Et l'OCDE dit, bon, c'est une famille vraiment nombreuse, hein, les PFAS. Nous, on estime qu'il y en a 982. Bon, il y en a 982. C'est une famille avec 982 composés PFAS. Bon, voilà. Mais elle rectifie sa copie quelques années plus tard et elle dit, ah ben non, c'est pas 982, c'est 4730. Et l'agence fédérale américaine, l'EPA, dit en 2022 de mémoire, je ne sais pas ne pas me tromper, je crois que c'est 2022, elle dit, bah non, finalement, c'est pas 4730, c'est 10 000, etc. Je me souviens plus. 14 000 quelque chose. Ouais. 14 000 peut-être, vous avez raison. Alors ça, c'est fantastique parce que au moment où je vous parle, et tout le monde peut le vérifier,
On peut aller sur le site de PubChem, qui est un peu la référence mondiale dans ce domaine très particulier, qui est associé à la Société de chimie américaine. C'est la référence mondiale. Et eux, ils recensent, au moment où je vous parle, non pas 14 000 PFAS différents, ils en recensent plus que 7 millions. On retombe sur le même problème. Bien sûr, la plupart ne sont pas commercialisés. Mais vous imaginez la puissance de feu d'une industrie comme celle qui a le droit, qui a la possibilité de faire ça et de balancer dans les milieux naturels des PFAS qui sont des polluants éternels. Mais alors, pour reprendre le cours, effectivement, je vous en prie. il y a une explosion du coup des molécules chimiques dans l'environnement. Et pour ce qui nous intéresse, l'eau, c'est quoi la suite de l'histoire ? La suite de l'histoire, c'est que on ne peut pas faire face. Dans mon livre, je dis ce qui est vraiment ce qui est assez évident pour les hauts fonctionnaires en charge du dossier ou pour les responsables des régies publiques ou privées de distribution de l'eau. Vous savez, il y a des régies comme ça, il y en a plus que 10 000 en France qui s'organisent sur un territoire donné pour fabriquer et distribuer de l'eau potable. Il n'y a pas un seul distributeur. Un seul distributeur, pardonnez-moi. Donc, j'ai rencontré des gens qui sont très très bien placés, qui connaissent parfaitement le sujet et qui vous disent, mais refusent absolument d'être cités. Ils vous disent que le système est dans une impasse totale. Il y a impasse. Le système ne peut plus, en fait, fabriquer une eau qui soit acceptable par rapport aux normes de qualité actuelles. Ils ne peuvent plus. Ça, c'est ce qu'ils vous disent en off, comme on dit dans le jargon journalistique, c'est-à-dire sans qu'on puisse les citer. Mais ça, ils le disent. Et il y a des preuves de ce que je vous dis. Il y a des preuves. Je vais vous citer 2 exemples. Il y a d'une part l'exemple des microplastiques. Alors, il y a une équipe du CNRS de Toulouse récemment, il y a quelques semaines, peut-être 2 mois maximum, qui publie une étude sur l'eau du robinet à Toulouse. L'eau du robinet. Dans 1 litre d'eau du robinet, il trouve environ, je n'ai plus le chiffre exact, mais c'est environ 1100 microplastiques dans une bouteille d'eau du robinet distribuée à Toulouse. De 19 à 1154. Alors c'est 1154. Donc, vous imaginez, dans une bouteille, il y a 1154 microplastiques. Évidemment, c'est à une taille nanométrique, c'est-à-dire qu'on ne les voit pas, on ne peut pas les voir. On met notre robinet, on s'en rend pas compte, mais il y a du microplastique. Mais beaucoup, parce que 1154 microplastiques dans 1 litre, si vous en buvez 2 par jour, on est déjà 2300. Vous voyez ce que je veux dire ? Mais pourquoi ça ? Pourquoi ? Eh bien, tout simplement, dit l'équipe du CNRS, tout simplement parce que les méthodes de détection les méthodes actuelles de détection dans l'eau potable font qu'on laisse passer forcément 98% des microplastiques contenus dans l'eau. 98% des microplastiques contenus dans l'eau potable passe à l'as et entre dans votre corps. C'est-à-dire, à cette taille nanométrique, il traverse la paroi de vos cellules. Et tôt ou tard, une partie de ces microplastiques va se retrouver dans votre cerveau. Et ça, est-ce qu'on a une idée, moi c'est un thème que j'aimerais bien investiguer un peu plus, mais de l'incidence des microplastiques sur la santé ? Alors, il y a des études américaines il y a des études américaines qui sont vraiment angoissantes. Hein. Je suis navré, mais bon, qu'est-ce que vous voulez que je vous dise ? Je ne vais pas vous raconter qu'il fait beau. Hein. Il y a des études concordantes sur des autopsies. Donc on a étudié le cerveau de personnes décédées. On s'est rendu compte que les personnes qui avaient le plus de plastique dans le cerveau étaient les plus nombreuses à avoir des signes de démence. Alors, c'est pas une preuve scientifique, c'est une sorte de corrélation qui à mon avis a un sens, mais ça n'est qu'une corrélation, c'est-à-dire
les personnes qui sont mortes de démence ont plus de résidus de plastique dans le cerveau. Il faut savoir aussi que les plastiques, si vous voulez, c'est des substances qui, pour des raisons chimiques, attirent les micropolluants. Toutes les petites saloperies qui peuvent traîner autour, ça se colle sur ces microplastiques et ça entre chez vous et nul ne sait ce qui se passe. En vérité, je vous le dis, personne ne sait ce qui se passe. Il n'y a pas d'études. C'est le meilleur moyen pour ne pas trouver. Si vous n'étudiez pas, vous ne trouvez pas. Je voulais parler des médicaments parce que justement, c'est peut-être un sujet qu'on a moins en tête. On produit plus de 3000 principes actifs en France pour les humains, plus de 300 pour les vétérinaires. Et ça, ce que vous dites, c'est que ça se retrouve dans l'eau du robinet. Aujourd'hui, il y a des traces de médicaments. Oui, mais on ne les cherche pas. Donc, attendez, bien sûr qu'on en retrouve obligatoirement, nécessairement. Mais si vous voulez, il n'y a pas de réglementation concernant la recherche de résidus médicamenteux dans l'eau du robinet. Donc, si vous ne les cherchez pas, vous ne les trouvez pas. Voilà. C'est simple, c'est clair, comme de l'eau de roche. Vous avez des résidus de toutes sortes, des résidus de pesticides, de microplastiques, de médicaments, de cosmétiques, de PFAS, de tout ce que vous voudrez. Pour ce qui concerne les médicaments, la réglementation ne prévoit pas de recherche. Ça viendra sans doute. Il suffit que la pression sociale soit un petit peu plus forte, ça viendra. Mais pour l'instant, c'est la boîte noire. On ne sait pas. On ne sait pas, sauf quand il y a eu des études qui ont recherché des médicaments. Ah oui, oui, bien sûr. Oui. Alors, quand il y a des études ponctuelles, si vous voulez, vous n'êtes pas tenu légalement quand vous distribuez une eau du robinet, de faire une recherche systématique des résidus médicamenteux. Mais quand on fait des recherches ponctuelles, on voit qu'il y a dans l'eau des résidus d'anticancéreux, d'anxiolytiques, de tout ce que vous voudrez, et bien sûr, mais évidemment, allez-je dire, parce qu'en fait. Et au-delà de ça, je sais qu'il ne faut pas parler maintenant des métabolites, mais il faut comprendre que les structures chimiques, elles se dégradent. C'est pas seulement les pesticides, c'est toutes les structures chimiques. Même un médicament, il se dégrade en métabolite. En gros, le métabolite, c'est un produit de dégradation. Un produit de dégradation d'un principe actif. Voilà, vous avez un produit au départ, et puis, pour un exemple d'un pesticide, vous allez les pendre sur un champ, très bien. Ensuite, la pluie va tomber, le soleil va taper, le sol est de telle nature et va agir de telle manière sur la dégradation. Ce ne sont pas des produits stables. Certains le sont d'ailleurs, comme les PFAS, mais la plupart sont des produits qui sont instables chimiquement, donc ils se dégradent et ils créent de nouvelles structures dont a priori on ne sait rien. Et ça, par exemple, c'est un terrain, j'espère vivement qu'on en reparlera dans ce pays demain, après-demain et les années qui viennent. Je veux dire, quid des métabolites, des médicaments? Déjà, on ne cherche pas les médicaments, alors a fortiori, on ne cherche pas les métabolites. Mais vous citez dans votre livre une analyse de l'ANSES. Alors, dans mes notes, j'ai pas mis la date ni le lieu, mais vous dites que, par exemple, sur 45 médicaments qui avaient été cherchés dans cette étude, on en avait retrouvé 19. Ça veut dire que si on extrapole, si sur les 3000 médicaments ou principes actifs dans les médicaments, il y en a des centaines, voire des milliers qu'on peut retrouver dans les eaux tous les jours quand on boit de l'eau au quotidien? Alors, moi, je ne suis pas capable de vous dire oui ou non. Je pense que c'est très probable. Je ne vois pas pour quelle obscure raison, alors que ces produits sont utilisés et qui se dégradent dans l'eau, je ne vois pas pourquoi on ne les retrouverait pas. Et ce que vous dites est quand même frappant. Vous cherchez 45, pourquoi 45 d'ailleurs, et vous retrouvez 19. Je veux dire, voilà. Et puis, si tu voulais, ça dépend. C'est sûr que l'eau à l'aval d'un hôpital pour cancéreux, elle doit contenir beaucoup plus de résidus de médicaments anticancéreux qu'un autre endroit. Vous voyez ce que je veux dire? Il faudrait être capable, en vérité, d'abord, personne ne le veut parce que c'est ruiner totalement le système de l'eau en France. Et puis, est-ce que les moyens techniques existent? Moi, personnellement, je doute. Mais il faudrait faire des analyses absolument exhaustives de ce que contient l'eau du robinet. Mais est-ce à notre portée, techniquement, scientifiquement parlant? Je crois sincèrement que non.
Mais de toute façon, les autorités ne veulent pas le faire, car si elles le faisaient, il y aurait une crise de l'eau en France absolument épouvantable, c'est sûr. Alors, on va parler des pesticides et donc des métabolites. Est-ce qu'on a une idée? Est-ce que les pesticides sont filtrés par les stations d'épuration? Et est-ce qu'on a une idée de la quantité de pesticides ou de produits de dégradation, donc de métabolites, qu'il y a dans l'eau du robinet qu'on boit? Non, on ne le sait pas. On ne le sait pas. On ne le sait pas. On ne sait pas. C'est la bouteille à l'encre, c'est-à-dire... il y a une première chose qu'il faut comprendre, c'est que tous ces produits dont on parle, résidus de médicaments, résidus de cosmétiques, résidus plastiques, résidus de pesticides, etc., et tant d'autres produits chimiques dont les PFAS, ils se mélangent. C'est un principe de base de la chimie. Je veux dire, c'est ce qu'on appelle l'effet cocktail. Si vous mettez ensemble un nombre considérable de molécules chimiques, il va se passer des phénomènes qu'il faudrait étudier, mais qu'on n'étudie pas, et qui forment un gigantesque effet cocktail. Il y a une synergie entre les différentes molécules qui donne quelque chose. Quoi? On n'en sait rien. Ça, c'est la première chose. Et pour ce qui concerne les pesticides, comment vous dire? Il y a quelque chose qui est un peu décourageant, il faut bien le dire, parce que il y a de temps en temps des pesticides qui sont interdits. Hein, ils sont interdits. Parfois, on les retrouve très longtemps après. Bon, ils sont interdits. Oui, l'atrazine a été interdite. Bon, on en retrouve encore dans l'eau très très régulièrement. Et ces pesticides, donc, il y a peut-être je ne connais pas les derniers chiffres, mais ça doit être de l'ordre de 500 matières actives qui donnent naissance, par mélange, à un très grand nombre de pesticides différents. Mais les matières actives, c'est environ 500 qui sont à peu près légales en Europe. Il faut comprendre qu'un pesticide, alors, il n'y a pas de chiffre certain, mais un pesticide, il va se dégrader en plusieurs métabolites. Il va devenir autre chose avec le temps. Et il va donner naissance à d'autres métabolites. Il y a des recherches, des études de l'INRA, je ne sais pas si c'était encore l'INRA ou si c'était déjà, je crois que c'est l'INRAE, donc il y a quelques années, qui disent clairement qu'il y a un nombre important de métabolites de pesticides qui sont plus toxiques, plus dangereux que la molécule d'origine. Et c'est quand même très très préoccupant. On pense qu'un pesticide, c'est un ordre de grandeur, on ne sait pas très bien, ça dépend tellement d'un pesticide à l'autre, mais disons un pesticide peut produire 4, 5, 6 métabolites différents. Vous imaginez, donc ça multiplie de manière colossale la difficulté. Et ça, si vous voulez, c'est une angoisse totale pour l'ANSES. L'ANSES, c'est une autre agence de sécurité sanitaire. L'ANSES est coincé. C'est-à-dire, qu'est-ce qu'on peut faire pour distribuer de l'eau? On est chargé de la sécurité des gens. Alors, qu'est-ce qu'il faut dire? Où est-ce qu'on en est? Et comme la situation s'aggrave d'année en année et qu'elle devient hors de contrôle, il y a eu un micmac, mais absolument monumental, qui a commencé il y a une douzaine d'années pour dire... parce qu'actuellement, si vous voulez, enfin, avant le début de ce micmac, on disait que ça soit un pesticide ou que ce soit un métabolite de pesticide, c'est la même chose. Donc on ne doit pas dépasser pour chacune de ces substances 0,1 microgramme de pesticides ou de métabolites par litre d'eau. Pas plus que 0,1 microgramme. Et en comptant tous les pesticides présents dans de l'eau potable, on n'a pas le droit de dépasser plus que 0,5 microgramme. C'est des normes officielles, donc 0,1 microgramme pour une substance et au total pour les substances pesticides, pas plus que 0,5 microgramme. Alors, pourquoi pas? On ne recherche pas toujours tous les pesticides, donc le résultat est un peu faussé, mais restons-en là. Voilà TIPA, si je peux me permettre d'employer cette expression, que en 2022, l'ANSES, s'appuyant sur les travaux de l'autorité européenne en matière de pesticides, l'EFSA, s'appuyant sur ces travaux, dit waouh,
Là, on a un problème avec un métabolite du pesticide chlorothalonil. Chlorothalonil, c'est la matière de départ, la matière active de départ, qui a fait donc des métabolites, dont un métabolite qui s'appelle le R47-1811. R47-1811, c'est un métabolite. Et l'ANSES dit, l'EFSA considère que c'est cancérogène. Hein. Bon, alors, lui, c'est 0,1 microgramme. Alors là, c'est 0,1 microgramme. Bah oui, si c'est cancérogène quand même, et même 0,1 microgramme, de vous à moi, je trouve que c'est encore énorme, mais bon, c'est une autre histoire. 0,1 microgramme, on garde ça. Très bien. L'année suivante, donc on est en 2023, l'ANSES rend public des analyses de 136 000 prélèvements d'eau. Vous vous rendez compte? C'est pas rien. Hein, 136 000 prélèvements d'eau potable du robinet, partout en France. Et là, le choc est terrible parce que dans la moitié des échantillons, il y a du R47-1811. Dans la moitié donc ça fait 136 000, ça fait un peu moins que 70 000. On trouve du R47-1811, dont je rappelle que l'EFSA le considère comme cancérogène. Alors là, l'ANSES est bien embêté, d'autant plus que des distributeurs d'eau, par exemple, je le cite dans mon livre, je peux le reciter, il y a un distributeur d'eau public, Eau de Vienne, près de Poitiers, qui s'affole et qui dit, oh là là, mais mais attendez, mais qu'est-ce qu'on va faire? Oui, j'ai oublié de vous dire un truc qui a son importance, excusez-moi. Donc dans les moitiés des prélèvements, il y a du il y a du R47-1811, mais un tiers de tout ce qui a été collationné par l'ANSES, ça dépasse les normes de qualité de 0,1 microgramme, parfois de beaucoup. Donc c'est une catastrophe en vérité, parce que en théorie, il faut arrêter de distribuer cette eau-là. On peut pas, on n'a pas le droit. Mais c'est pas possible. Il faut continuer à distribuer de l'eau. Donc l'ANSES tout le monde est épouvanté. Et il y a des distributeurs d'eau qui alertent l'ANSES et qui disent il faut faire quelque chose. On peut pas. Qu'est-ce qu'on peut faire? Alors on dépasse les normes et il faut qu'on distribue de l'eau. Qu'est-ce qu'on fait? Et alors là, il se passe un truc incroyable. On est en 2023, les analyses de l'ANSES. Il y a un distributeur d'eau, Eau de Vienne, qui annonce, comme un cheveu sur la soupe, que l'ANSES est en train de préparer un nouvel avis sur la dangerosité du R47-1811. Il faut peut-être attendre pour voir, etc. Et chose incroyable, l'année suivante, en avril 2024, l'ANSES va se déjuger, va se contredire de manière qui, pour moi, est insupportable, et va dire, eh bien non, finalement, le R47-1811, il n'y a pas de problème. Et parce qu'il n'y a pas de problème, dans le jargon, soit c'est pertinent, c'est le jargon utilisé, et dans ce cas, c'est 0,1 microgramme, soit c'est non pertinent et c'est 0,9 microgrammes, donc une multiplication par 9. Et l'ANSES va dire, finalement, le R47-1811, c'est pas pertinent, c'est non pertinent. Et du coup, on passe de 0,1 microgramme à 0,9 microgramme. Et la chose, donc, en clair, on casse le thermomètre, on ne veut pas savoir ce qui se passe. Et puisque c'est 0,9 microgrammes par litre, il n'y a plus de problème. Parce qu'en effet, l'eau qui est distribuée n'atteint pas et ne dépasse évidemment pas 0,9 microgrammes. La cerise sur le gâteau, c'est que pour justifier cette volte-face, car c'est une volte-face, l'ANSES va dire qu'elle a récupéré des informations nouvelles auprès du fabricant de chlorothalonil, qui n'est autre que Syngenta, un énorme groupe multinational de l'agrochimie. Or, Syngenta a été racheté quelques années auparavant par la Chine, dont je rappelle que c'est un État totalitaire, c'est important de le dire, c'est un État qui truande constamment les chiffres, comme tout État totalitaire qui se respecte, si j'ose dire. Et par exemple, en 2015, ils avaient omis de déclarer la bagatelle de 600 millions de tonnes de charbon brûlées
en Chine cette année, à 600 millions de tonnes. Ça avait été révélé par le New York Times, ça avait quand même fait, au moment des soi-disant accords de Paris de 2015, ça avait fait un certain effet. Donc il truande des chiffres. Et l'ANSES s'appuie sur de nouvelles informations de Syngenta, qui est dirigé par un membre éminent du Parti communiste chinois, pour dire il n'y a pas de problème et on va passer à 0,9 microgrammes. Et ça, pour moi, si vous voulez, ça veut dire, en toute clarté, que le système est désormais dans une impasse historique. Comme ils ne peuvent plus garantir une eau de qualité selon leurs propres normes, ils ont décidé, en conscience, de changer les normes, et ça renvoie à ce qu'a fait le gouvernement avec l'eau de Perrier. C'est la même logique, c'est-à-dire c'est une logique de truandage. Pardonnez-moi le mot, mais c'est une logique de voyou. Pour moi, c'est une logique de voyou, c'est-à-dire il y a un problème de taille, au lieu de l'affronter collectivement et démocratiquement, on règle ça par un tour de passe-passe administratif. Vous dites d'ailleurs à un autre moment dans le livre qu'il y a un sujet qui est similaire avec le Haut Conseil en santé publique. Vous dites aussi que l'ANSES, je crois que c'est une étude de l'ANSES, enfin pas une étude, mais l'ANSES dit que 25% des Français en 2023 n'ont pas reçu une eau de manière constante qui avait la qualité nécessaire, et ce qui fait environ 17 millions de Français. Oui, mais vous voyez ce que je viens de vous dire. À partir du moment où vous avez le tiers des échantillons qui contiennent un truc qui est cancérogène, c'est pas ce que dit l'ANSES, c'est un tiers, c'est un tiers des Français pour une molécule. Vous imaginez, pour une molécule, il apparaît que le tiers des Français sont abreuvés avec une eau qui dépasse les normes de qualité. Pour une molécule, quand il y en a des milliers, des milliers et des milliers qui se combinent les unes avec les autres. Donc vous voyez bien que c'est pas de nature à tellement nous rassurer. Parce que pour comprendre, si on agrège les microplastiques, les médicaments, les pesticides, leurs métabolites et tous ces produits de dégradation, en fait, on a des milliers de produits. Là-dedans, les stations d'épuration, elles les recherchent pas, ces produits. Elles les filtrent partiellement quand même. Oui, bien sûr, mais en même temps, il y a des études qui sont complètement effarantes. Je ris parce que qu'est-ce que vous voulez que je fasse d'autre que de rire, mais on s'est rendu compte avec des études très sérieuses que j'ai pas l'explication, je vous le dis tout de suite, mais que les stations d'épuration produisent entre guillemets des microplastiques. C'est-à-dire qu'il y a plus de microplastiques à l'entrée à la sortie, plus de microplastiques à la sortie qu'à l'entrée. J'ai pas l'explication, l'étude ne le précisait pas. Je juge vraisemblable, mais bon, c'est pas un avis scientifique, c'est mon avis personnel, que certainement dans le système de filtration, dans les systèmes de décantation, etc., de frottements divers et variés, il est possible que soient arrachés des microplastiques qui, puisque c'est vraiment des tailles nanométriques, qui ensuite se retrouvent à la sortie des stations d'épuration. Mais c'est pour vous dire que c'est très dur d'admettre qu'il n'y a pas de solution à court terme. Il n'y en a pas. Ce serait mentir de prétendre ça. Il n'y a pas de solution aisée. Les solutions sont à long terme et elles sont très compliquées à trouver. Donc un autre sujet, un autre monstre, vous parlez du polychlorure de vinyle. En gros, entre 130 000 et 300 000 kilomètres de canalisation sont en PVC et relarguent du chlorure de vinyle. C'est ça. C'est-à-dire qu'il y a, pareil, des centaines de milliers de Français qui sont concernés par ce sujet-là. C'est sûr, mais bien sûr, mais je vous parlais tout à l'heure du chlore. C'est important d'y revenir une seconde parce que le chlore, c'est l'eau de Javel. Hein. C'est un produit, Dieu sait qu'on s'en est servi dans ma famille. Je le fais plus, moi, personnellement. Mais le chlore, je vous disais que c'est un produit réactif, c'est-à-dire que c'est un produit très, très particulier qui, au contact d'une molécule organique, aussi petite soit-elle, réagit fortement. C'est-à-dire il se transforme. Il fait quelque chose d'autre par réaction chimique. Et en fait, le chlore, on le sait, tous les chimistes le savent,
on en est là, mais je pense que demain, on dira qu'il y en a beaucoup plus. Mais aujourd'hui, au moment où je vous parle, on estime qu'il y a environ 600 sous-produits du chlore, des SPC, que le chlore est capable de produire. C'est l'équivalent d'un métabolite, sauf que c'est à une échelle démentielle. 600 sous-produits du chlore. Et le problème, c'est que vous mettez du chlore à la sortie d'une usine de fabrication d'eau potable pour éviter la formation de bactéries dans la tuyauterie, très bien. Mais si ce chlore rencontre une quelconque molécule organique sur son chemin, il va fabriquer quel sous-produit du chlore? Nul ne le sait, mais il va les fabriquer néanmoins, et ça va atterrir chez vous. Ça, c'est sûr, parce qu'entre l'usine de fabrication et le robinet, il n'y a plus l'ombre d'un contrôle. Vous balancez du chlore, ah oui, il n'y aura pas de bactéries comme des Escherichia coli ou des entérocoques intestinaux, très bien, vous n'aurez pas de diarrhée, très bien, mais n'empêche que vous allez vous retrouver avec quelque chose qui a à voir avec des sous-produits du chlore. Or, parmi les sous-produits du chlore, il y a des produits qui sont fortement cancérigènes, comme les trihallométhanes. Personne n'en a jamais entendu parler, tout le monde s'en contrefou, mais néanmoins c'est problématique, car je me souviens avoir vu au Québec, ils sont très 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 préoccupés par ça. Je ne saurais pas vous dire pour quelle raison, mais en tout cas, j'ai eu en main un petit document 4 pages du ministère de la Santé du Québec, puisque c'est fédéral là-bas, et donc il y a un ministère de la Santé québécois, et qui donne des recommandations aux mères de famille, aux mères de nouveau-nés, qui pour les bains, tout simplement, parce qu'ils avaient constaté qu'il y avait des concentrations significatives, on va dire, de trihallométhane dans l'eau du bain des bébés, et ils recommandaient, ministère de la Santé du Québec, il recommandait aux mères de jeunes enfants d'ouvrir la fenêtre, mais évidemment il n'y en a pas dans toutes les salles de bain, et pour aérer, et de manière à ce que sous forme gazeuse, ces trihallométhanes s'échappent. Vous voyez, c'est une infinité, c'est ça que je veux aussi vous faire entendre, c'est que c'est une infinité dont on ne considère qu'une minuscule fraction. Donc on a parlé par le menu de l'eau du robinet. Maintenant, il y a des sujets qui sont vraiment intéressants. Pour le coup, moi, j'ai appris pas mal de choses. C'est que vous parlez des eaux de pluie, des eaux des nappes phréatiques, des brumes, et vous parlez aussi des eaux de baignade. Si on commence par l'eau de pluie, vous en avez un peu parlé tout à l'heure, mais à quel point l'eau de pluie est contaminée et pourquoi elle est contaminée? Il est contaminé parce que c'est un problème de vaporisation. C'est un problème de vaporisation, c'est-à-dire, je prends l'exemple des pesticides. Vous épandez des pesticides sur un champ. Vous balancez, c'est une sorte de nuage que vous balancez sur un champ, sur des légumes, des arbres fruitiers, que sais-je. Il y a une partie qui se fixe évidemment sur les feuilles, sur la cible en fait, mais il y a une partie qui repart sous forme de vapeur. C'est de la vapeur, c'est gazeux, ça monte dans le ciel, c'est récupéré par les nuages, ça circule avec les nuages parfois sur des centaines de kilomètres, et évidemment les nuages se forment, les nuages sont nécessairement, inévitablement pollués. Et au moment où ça pleut, ça pleut. C'est-à-dire que ce qui était monté dans l'air et qui avait été capturé en quelque sorte par les nuages, retombe au sol. Ça vaut pour les pesticides, ça vaut pour les PFAS, parce que c'est très volatile. Vous voyez, ce sont des produits qui sont extrêmement volatiles. Donc, une partie est utilisée à terre, mais une partie repart dans l'air et va être récupérée par les masses nuageuses et circuler parfois sur de très très grandes surfaces. Donc, si vous voulez, vous voyez l'exemple, là on sort du cas français, mais je crois que personne n'imagine ce que ça veut dire. En Asie, on parle du grand nuage brun, un nuage brun de pollution qui est en presque permanent désormais au-dessus de la Chine et de l'Inde, qui fait plusieurs kilomètres d'épaisseur, qui est rempli de toutes les pires saloperies produites sur Terre.
Et vous imaginez, ça tombe quand il pleut, quoi, la mousson en Inde, sur les plaines indiennes, j'ose même pas imaginer ce que ça veut dire, parce que la pluie qui tombe à ce moment-là, la mousson qui était elle aussi une totale bénédiction, se charge de danger pour les paysans, pour leur sol, pour leur production, etc., etc. C'est ça, c'est l'idée, si vous voulez, de vaporisation de produits qui sont utilisés à terre dans les activités humaines. C'est vrai aussi dans les industries. C'est-à-dire, si vous utilisez les PFAS, il y a forcément une partie de ces PFAS qui vont être vaporisés, qui vont se retrouver dans les nuages et qui vont retomber à terre ensuite. Et là, pour ce qui concerne les PFAS, tout de même, je le redis, parce qu'il faut bien le comprendre, les études montrent qu'il y a des PFAS dans l'eau de pluie absolument partout sur Terre. En France et en Europe, bien sûr, en Asie, évidemment, sur le continent américain, sur ce qui reste de la banquise arctique, en Antarctique même, parce qu'on l'oublie, mais il y a des précipitations quand même en Antarctique. Eh bien oui, il y a des PFAS dans les précipitations qui tombent en Antarctique. Incroyable, incroyable. Il y a un autre sujet, moi, qui m'a surpris, que j'ai découvert, c'est que vous parlez des brumes. Il y a le côté pur de la brume. Vraiment, c'est dans l'imaginaire collectif. C'est quelque chose qui est très rattaché à l'aube, à la nature, à quelque chose d'immaculé. Les brumes, vous dites que c'est comme la pluie, mais bien plus pollué encore. Oui, oui, c'est des concentrations qui sont. On retombe toujours sur la même explication. C'est de la chimie. Je veux dire, avant de. C'est un problème de météo. Si vous voulez, si un champ a été traité par des pesticides, si on est, enfin, ça dépend évidemment de la saison, mais si vous avez du brouillard, si vous avez de la brume, en effet, avant d'atteindre les nuages, cette brume va être directement polluée par les activités humaines, mais directement, évidemment. Donc, si vous voulez. Quand je vous dis que, je vous le disais tout à l'heure, c'est tous les compartiments de l'eau qui sont frappés par... Pour moi, c'est une maladie mentale collective. Je veux dire, c'est invraisemblable, impossible à admettre que, alors même que nous sommes constitués d'eau, on la transforme en un tel cloaque. Il y a quelque chose... On se dit quelque chose ne tourne pas rond dans notre esprit, dans la psyché des humains, qui n'est même pas un minimum de respect pour ce qui nous constitue, c'est tout de même saisissant. Je pense que tout le monde peut le comprendre, ça. Vous dites aussi que les nappes phréatiques sont touchées. Comment expliquer que les nappes phréatiques, parfois très en profondeur, puissent être aussi polluées? Alors ça, c'est un problème finalement de percolation. C'est-à-dire, vous voyez, le café percole, et ben les pesticides et les produits chimiques percolent au travers de sol. Et si vous voulez, moi je me souviens que j'avais... il faut que je dise deux mots d'un truc, ouais. Il y a 35 ans, parce que j'ai l'âge que j'ai fait un dossier sur l'eau qui s'appelait Menaces sur l'eau. Et j'ai parlé avec des spécialistes et déjà on savait très très bien que les nappes phréatiques allaient être touchées. On le savait avec certitude. Pourquoi? Parce que les polluants percolent dans des sols, dans des roches, que ça peut être lent, mais que fatalement, les pollutions qui sont au sol finissent dans les nappes et de plus en plus profondément. Ça, c'est une règle certaine qui était connue de très longue date, qui n'intéressait aucun responsable et aucun politique, mais c'était attendu. Si vous voulez, je veux dire, ça serait une honte de prétendre qu'on ne savait pas ça. On le savait parfaitement. Donc les nappes phréatiques, elles sont fatalement atteintes par les polluants de la surface. C'est certain à 100%, plus ou moins rapidement. Dans l'exemple de la fameuse, des fameuses eaux de Perrier et d'autres d'ailleurs, d'autres eaux minérales, qu'est-ce qui se passe? Ces eaux sont rattrapées par les pollutions de surface. Et ça s'aggrave d'année en année. Parce que on se retrouve
Avant, Perrier puisait dans un sol qui était peu ou pas du tout pollué. Je rappelle qu'une eau minérale naturelle, par définition et légalement, elle ne doit subir aucun traitement. C'est pour ça qu'elle est vendue comme eau minérale naturelle. Vous la puisez dans le sous-sol, vous l'embouteillez et vous la vendez. Donc il n'y a pas de traitement, vous n'avez pas le droit au traitement parce que vous faites payer cette eau d'une certaine manière qu'elle elle est minérale et naturelle. Et d'année en année, Perrier s'est rendu compte que ça n'était plus jouable, il fallait traiter, sinon on arrêtait de vendre l'eau. Alors ils ont truandé, c'est quand même absolument impressionnant. Non seulement que Perrier a eu l'audace d'installer des filtres pour continuer à vendre, des filtres illégaux, pour continuer à vendre son eau. Bon, on peut le comprendre. Je ne l'admets absolument pas, mais on peut le comprendre. En revanche, qui souhaite aller discuter le coup avec le ministère de l'écologie et puis ensuite l'Élysée pour magouiller, il faut employer les mots qui conviennent, pour magouiller, pour obtenir des dérogations invraisemblables qui violent la loi, là, ça devient complètement cinglé. Et c'est ce qui s'est passé, c'est-à-dire que Perrier violait la loi, violait et viole la loi, avec l'accord, avec l'assentiment de notre gouvernement. C'est quand même tout à fait extraordinaire, d'autant plus, et ça j'y tiens beaucoup, c'est qu'il y a l'article 40 du Code de procédure pénale qui dit à peu près exactement: tout officier public, tout fonctionnaire qui est mis au courant d'un crime ou d'un délit est tenu d'en informer immédiatement le procureur de la République. Donc la loi, c'est ça. C'est un délit de vendre une eau minérale naturelle qui n'est pas minérale naturelle. Donc vous prenez le procureur de la République et c'est à la justice de faire son travail. Mais là, le politique a dit, la justice, on s'assoit dessus, on ne va pas respecter ce code de procédure pénale qui normalement s'applique à tous. Et voilà l'état des choses. Et donc Perrier, à l'époque, a été discuter avec le cabinet d'Agnès Pannier-Runacher, qui était ministre de l'Industrie, si je dis pas de bêtises, et sa chef de cabinet, l'année suivante, devient présidente ou directrice générale du syndicat des boissons rafraîchissantes. C'est ce que vous dites dans le... J'ai été vérifié, effectivement, sur son compte, c'est ce qu'on peut voir. Ça, c'est... Les bras vous en tombent. Imaginez, regardez une carte, c'est pas très compliqué. Regardez la Seine. La Seine, elle se jette dans la mer. Et qu'est-ce qu'il y a à la sortie de la Seine? Il y a des communes balnéaires aussi connues que Trouville, Deauville, etc. Donc, déjà, c'est un petit problème. Que fait cette pollution tellurique? Qu'est-ce qu'elle provoque? On en sait? Non. Est-ce qu'on en sait? Première chose. Vous prenez la Loire, c'est pareil. Vous avez au débouché de la Loire, vous avez la Baule. Bon, je veux dire, qu'en est-il? Et là, il se passe quelque chose qui a à voir avec la publicité, on va dire, hein, ce qui est tout à fait compréhensible, mais c'est qu'on hisse volontiers dans ces endroits et dans d'autres endroits, dans beaucoup de communes balnéaires françaises, on hisse ce qu'on appelle le pavillon bleu. Alors, pavillon bleu, on retrouve finalement les mêmes travers que pour les stations d'épuration, pour le potable, etc. Le pavillon bleu, c'est une trouvaille publicitaire. C'est-à-dire, tous les ans, les agences régionales de santé, c'est des agences publiques, elles ont le devoir d'analyser la qualité des eaux de baignade. Voilà. Il y a un protocole, on analyse les eaux de baignade. Et puis, si ça dépasse... Alors, a priori, vous vous dites, bon, voilà, il y a des analyses, si on est tranquille. Et pas du tout. Mais pas du tout, parce que c'est greffé là-dessus sur des analyses donc publiques, des ARS, des agences régionales de santé, une trouvaille qui s'appelle le pavillon bleu. C'est-à-dire, quand une commune balnéaire hisse le pavillon bleu, ça veut dire, le message adressé à tous les vacanciers, c'est: venez chez nous, l'eau elle est parfaitement pure, elle est parfaite, venez, il n'y a aucun problème. La preuve, c'est qu'on a un pavillon bleu. Or, le pavillon bleu, si vous voulez, ne signifie rien du tout. C'est triste à mourir, mais c'est comme ça. C'est-à-dire, les analyses des agences régionales de santé, et pavillon bleu, c'est autre chose. C'est une association, c'est un label, si vous voulez.
Et les agences régionales de santé, elles ne cherchent que deux familles de bactéries dans l'eau de baignade, Escherichia coli et Enterocoques intestinaux, c'est-à-dire ce qui risque de vous donner des diarrhées ou des gastroentérites. C'est tout ce qu'on cherche, on cherche rien d'autre. Donc si ça dépasse pas un certain niveau d'Escherichia coli des Enterocoques totaux, il n'y a pas de souci, pavillon bleu. Mais le reste, la pollution chimique, tout ce merdier dont je vous parle depuis une heure, qui le cherche? Personne. Personne ne cherche. Alors évidemment, on ne trouve pas. Or, il s'est passé, et j'en viens à ce que vous me disiez, il s'est passé un événement assez fantastique. C'est qu'il y a une équipe dirigée par Mme Mzali qui est associée à l'Université de Bordeaux et qui a fait une étude qui, à ma connaissance, est unique en Europe, peut-être même dans le monde, allez savoir. En tout cas, en Europe, c'est sûr. Une étude qui a été menée de 2017 à 2020 sur les eaux de baignade entre Hendaye et La Rochelle. On a fait des prélèvements, prélèvements de sable, prélèvements de poissons, de ceci, cela, et d'eau, entre Hendaye et La Rochelle. Je préfère vous dire tout de suite que ça ne répond pas à toutes les questions posées. Mais ce travail qui a été, à mon sens, qui a été étouffé, je ne sais pas quel mot employer, parce que personne n'en parle, donc c'est quand même absolument étonnant. Ce travail scientifique montre que, des bactéries résistantes au traitement antibiotique, mais qui proviennent de la pollution tellurique dont je vous parlais, c'est-à-dire celle des fleuves, se retrouvent dans l'eau de baignade, et ce travail a pu documenter. Je précise tout de suite, c'est très important que tout ce dont je parle, c'est très rare, évidemment, c'est pas la menace est extraordinairement faible. Je m'empresse de le dire, je veux pas que tout le monde se mette à pleurer. Mais néanmoins, ce travail a pu documenter des cas en relation avec des cabinets de médecins de ville sur toute cette zone, donc entre Hendaye et La Rochelle, a pu documenter des liens entre, en effet, des toutes petites blessures. Par exemple, quelqu'un s'est écrit en toutes lettres, qui s'ouvre le pied sur un coquillage, éventuellement qui avale de l'eau de mer. Oui, en effet, mais tout ça, c'est... Bon, ils ont pu documenter des cas rarissimes, mais réels, de septicémie et d'amputation, c'est écrit en toutes lettres, en relation avec des bactéries résistantes aux antibiotiques et qui proviennent du continent, qui proviennent des fleuves. Et c'est un travail de pionnier. Je veux dire que personne n'a intérêt à ce qu'on en parle, on n'en parle pas, et personne n'a intérêt à aller voir plus loin, parce que c'est un chantier monumental, mais que ce chantier monumental, moi en tout cas j'en fais le pari, évidemment sans aucune preuve, ça va de soi, mais je fais le pari que ce chantier monumental, s'il s'ouvrait, mettrait à mal l'industrie touristique française, qui est un des piliers de l'économie. Donc vous imaginez les conséquences que ça pourrait avoir. Si les gens apprennent qu'ils se baignent dans une soupe chimique alors qu'ils croyaient se baigner dans une mer paradisiaque, évidemment ça a des conséquences. Dernière question, le milieu de l'eau, c'est un milieu dans lequel il y a des grandes entreprises et c'est aussi un milieu dans lequel il y a énormément d'affaires de corruption. Comment vous expliquez qu'il y ait tant de corruption dans le milieu de l'eau? L'argent, voilà l'explication. C'est-à-dire, si vous voulez, d'abord, il y a trois groupes qui se partagent le marché français. Enfin, trois. Il y en a plus que deux maintenant, puisque, si vous voulez, c'est vraiment. Historiquement, il y avait Veolia, Suez, enfin Suez qui a pris différents noms, et puis l'Assor, qui est la petite dernière, qui a commencé, je crois, de mémoire en 1933. Donc, c'est des groupes, si vous voulez, qui sont plongés dans des concurrences permanentes. Donc évidemment, ça pèse lourd dans l'histoire, parce que si vous arrachez un contrat, souvent vous le gardez. Par exemple, il y a l'exemple j'essaie de retrouver le nom de ce syndicat, le CEDIF, je crois, le syndicat de distribution des eaux d'Île-de-France.
eh bien, ils ont un contrat avec Veolia depuis 1923. Vous voyez ce que je veux dire? Donc, c'est une manne prodigieuse. Donc, il y a eu un sac de nœuds. Je vais vous épargner ça. Récemment, il y a un sac de nœuds où on a vu on a vu qu'il y avait des manœuvres, on va rester poli, des manœuvres autour du renouvellement justement du contrat concernant cet immense syndicat de distribution d'eau de l'Île-de-France. Maintenant, il y a eu d'autres cas qui sont hyper documentés, comme le plus emblématique de tous, c'est le cas d'Alain Carignon, ancien maire de Grenoble, ancien ministre de l'Environnement. Ancien ministre de l'Environnement après la victoire de la droite en 1986. Il est devenu ministre de l'Environnement. Et pour aller vite, il a vendu à la Lyonnaise des Eaux, c'est le groupe Suez, à la Lyonnaise des Eaux, mais tout ça dans un entre-soi absolument épouvantable, puisque le patron de la Lyonnaise des Eaux, c'est Jérôme Monod, qui avait été secrétaire général de ce qui s'appelait le RPR, ancêtre des Républicains. Donc tout le monde se tenait par la barbichette. Carignon a vendu l'eau de Grenoble qui était sous régie publique, c'est-à-dire qui était beaucoup moins chère, qui était de très très bonne qualité. Il a vendu ça sans vergogne. Il a quand même fait 4 ans de prison, hein, Carignon. C'était pas une petite affaire. En échange d'avantages divers et variés, si vous voulez, ça n'aboutit jamais trop. J'en parle beaucoup dans mon livre. Il y a des exemples qui sont très frappants et qui montrent que l'Europe a peur de s'attaquer. Ce sont des monstres, des monstres financiers. Et vous voyez à la direction de ces groupes. Ça n'est pas toujours des ingénieurs d'État, de cette noblesse d'État dont je vous parlais, mais très souvent tout de même c'est le cas. C'est-à-dire il y a des liens croisés qui sont épouvantables en fait. Je vais dire, je vous parlais de Carignon, mais par exemple, il y a un personnage qui a été directeur de l'eau au ministère de l'Environnement à peu près à la même époque que Carignon, Thierry Chambol, et donc Carignon ayant été ministre en 1987, et Chambol directeur de l'eau pendant 10 ans, et il quitte la direction de l'eau et il devient numéro 2 de la Lyonnaise des Eaux. Vous voyez ce que je veux dire? C'est tellement malsain. Au plan mondial, il y a un très très grand nombre d'histoires qui montrent de manière absolument certaine que dans le cadre de concurrence exacerbée, ces groupes se livrent à une corruption massive. Voilà, voilà. Fabrice Nicolino, un grand merci d'être venu au micro du Greenetter Club. J'espère si, je pense avoir cassé le moral de quelques-uns de vos auditeurs, mais mon sentiment est qu'il faut savoir. Il faut savoir ce qui se passe, parce que si on ne sait pas, on ne bougera pas. Et personnellement, je suis partisan d'une révolte organisée, décidée, collective, pacifique, tout ce que vous voudrez, mais une révolte de la société. La société doit se révolter parce que nous sommes de l'eau, j'y reviens, c'est très important. Et moi, je crois que fondamentalement, il y a une révolution de nature mentale, copernicienne même, à réaliser. C'est-à-dire il faut arrêter de penser en termes de dépollution. Les grands groupes industriels, ils ont intérêt à la pollution. Bien sûr, c'est évident, ils ont intérêt à la pollution parce que plus c'est pollué, plus l'eau est polluée, et plus ils peuvent vendre des systèmes de dépollution de plus en plus sophistiqués, de plus en plus coûteux. Mais nous, on n'a pas intérêt à ça. Nous, on doit dire que l'eau, c'est sacré parce qu'elle nous constitue. Et il faut aller dans une seule direction qui paraît hors de portée, mais qui ne l'est pas, selon moi. C'est-à-dire, il faut aller vers une situation où l'eau ne serait plus polluée. C'est ça l'affaire. C'est ça la grande révolution mentale dont je rêve, moi. C'est que l'eau ne soit plus jamais polluée par rien. Ce qui signifierait, bien sûr, j'en ai conscience, un bouleversement de tous les process industriels, agricoles et domestiques. Mais c'est quand même ça qu'il faut se souhaiter les uns les autres. Voilà. Un grand merci Fabrice Nicolino. À bientôt.